Sur la CRTV, station régionale de l'extrême nord, Jeux et enjeux. Jeux et enjeux, une émission qui analyse les grands enjeux géopolitiques et stratégiques contemporains. Jeux et enjeux, Abdias Harouna. Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux et enjeux consacrés cette semaine aux jeux et enjeux géopolitiques des conflits agro-pastoraux, une question éminemment géopolitique du fait de leur lien au foncier, l'élément basique de la géopolitique même. Ces événements sont devenus presque récurrents. Au moment où on crie victoire, ils renaissent surface. Comment comprendre la nature et la complexité de ces affrontements devenus presque sempiternels? Comment sortir des conflits dont les causes et les conséquences sont complexes et entremêlées? On en parle. On en parle avec le professeur Kosoumna Nathalie Liba, professeur des universités, géographe et spécialiste du pastoralisme et dynamique des territoires, auteur pour ce qui nous concerne de Les éleveurs Mbororo du Nord Cameroun, une vie et un élevage en mutation, publié aux éditions L'Harmattan. Professeur, bonjour à vous. Bonjour, merci également de m'inviter à cette nouvelle émission qui, j'espère, va contribuer à éclairer la lanterne de tous les acteurs qui œuvrent dans le milieu politique, géopolitique et stratégique en milieu rural. L'actualité nous renseigne des affrontements entre les communautés éleveurs et agriculteurs dans le Logone et Chari. Est-ce que vous êtes surpris de ces événements, professeur? Je ne suis pas du tout surpris de ces événements parce que les frictions entre les différents acteurs autour de territoires communs de vie et d'activité est fréquent. Et cette friction, tant que cela n'est pas coordonné, n'est pas organisé, il est évident que les conflits vont continuer. Et je ne suis pas du tout surpris parce que les conflits entre agriculteurs et éleveurs datent. Ce sont des conflits récurrents. Ce sont des conflits autour de l'accès, la gestion, le contrôle des ressources communes, des ressources partagées, dont la concertation autour de l'organisation de ces ressources-là n'est pas évident, n'est pas réelle dans toutes les zones septentrionales du Cameroun. Alors pourquoi une résurgence même des conflits agro-pastoraux? Est-ce que c'est une malédiction des ressources ou bien c'est une rareté des ressources naturelles? Et la rareté des ressources naturelles peut être indexée ici dans le sens où, avec les changements climatiques, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'éleveurs qui étaient au Tchad, au Niger, au Nigeria, ont tendance à descendre vers le sud du bassin du lac Tchad. Et lorsqu'ils viennent, ils trouvent une bonne partie d'éleveurs qui existent déjà sur place, qui occupent déjà l'espace, dont les ressources sont en amenuisement. Ils trouvent également la population sédentaire qui pratique de l'agriculture et qui également pratique de la pêche. On se retrouve donc dans un espace restreint pour laquelle la ressource s'est amenuisée ou s'amenuise au cours des saisons, amenant les différents acteurs à se concentrer à un certain moment autour des oasis entre guillemets et qui créent bien évidemment des coalitions, des conflits souvent violents et qui se déportent même du milieu rural jusqu'au milieu urbain, comme on l'a observé récemment à Kousséré. On va donc revenir aux causes et aux conséquences de ces événements aussi complexes. Et puisqu'ils sont complexes, professeur, si vous en avez convenance, nous allons d'abord revenir à la définition de ces conflits. Même, qu'est-ce qu'un conflit agro-pastoral? Conflit agro-pastoral, c'est une tension plus ou moins violente, plus ou moins ouverte entre les acteurs du monde rural que sont les agriculteurs, les éleveurs et aussi les pêcheurs. Et ces conflits-là intègrent d'autres acteurs que sont les autorités traditionnelles qui gèrent et organisent l'espace rural. Ils intègrent également les autorités administratives, dont le sous-préfet ou bien les délégués d'agriculture, le délégué d'élevage, le délégué du domaine, qui sont souvent interpellés
en cas de déclenchement de conflits, soit pour les réguler, soit pour les gérer, du moins pour les atténuer. Et donc, il y a un foisonnement d'acteurs autour de ces conflits. Donc, le conflit, il peut être ouvert. C'est une tension qui est ouverte, qui est latente aussi souvent, entre les différents acteurs. Vous écoutez la CRTV, station régionale de l'extrême nord, Abdias, Harouna. Nous continuons avec le débat. Nous abordons maintenant les fondements, professeur, de ces conflits agro-pastoraux. Il s'agit de quoi précisément, à votre avis, professeur Kosumna Nathalie Liba? Il s'agit de l'accès à l'espace. Cela veut dire que l'espace agricole, à un certain moment de l'année, n'est pas cloisonné. On est dans un système d'open field. Ça veut dire que un système agraire ouvert, où il n'y a pas de clôture autour des parcelles. C'est pas comme à l'ouest, où les champs sont clôturés. C'est pas comme dans la Damaba, où c'est plutôt l'espace pastoral qui est clôturé. Or, dans la zone de l'extrême nord, l'espace agricole et pastoral sont des espaces ouverts, où il y a donc un chevauchement entre les différents espaces. Pendant la saison pluvieuse, il y a des espaces qui sont cultivés. Dès la fin de la saison des pluies, les premières récoltes, les problèmes commencent. Parce que les gens ne récoltent pas au même moment les cultures. Et donc, les animaux ont tendance à venir immédiatement brouter les tiges nouvellement récoltées. Et donc, comme les champs ne sont pas cloisonnés, le risque d'incursion des animaux dans les champs est très élevé. Il y a également les champs tardifs qui restent souvent dans le parcours et qui sont verts et qui attirent forcément les animaux. Il y a également dans une situation où les agriculteurs mettent des champs de provocation. Ça veut dire les champs de provocation, ça veut dire que les champs qui sont pas loin des parcours des animaux ou même sur les pistes de transhumance. Ça, c'est du côté des agriculteurs. Les éleveurs également. Il y a pas de pistes de mobilité qui sont balisées, qui sont maintenues. Ce qui fait que les animaux, pour aller d'une zone de pâturage à une autre, passent n'importe où. Et cela crée des tensions. Pour aller des zones de pâturage au bord de l'eau, cela pose des tensions. Et donc, il y a également un problème d'aménagement des espaces d'abreuvement des animaux. Dans des zones vastes où il n'y a pas de mare pastorale, quand la saison de sèche s'installe, les mares s'assèchent et les animaux sont obligés de se rabattre sur les mares proches des cours d'eau où il y a le maraîchage, et ce qui est évident que les maraîchages ne sont pas clôturés et il y a donc accès des animaux. D'un autre côté, avec les pêcheurs, vous savez que c'est une zone qui accueille un grand nombre de litres d'eau dans l'année, et donc les pêcheurs pendant la saison avant la saison des pluies creusent des canaux qui sont remplis ras-le-bord pendant la saison des pluies. Et lorsque les eaux se retirent, l'eau qui reste dans ces canaux servent aux pêcheurs pour mener leurs activités de pêche. Or, à un certain moment de l'année, il n'y a plus d'eau dans les mares d'abreuvement des animaux et les éleveurs se rabattent également sur ces mares pour faire abreuver leurs animaux. Vous comprenez que ces animaux vont troubler les animaux, la mare des pêches. Il y a des animaux qui tombent dans ces mares, qui se blessent, qui meurent même souvent. On accuse aussi souvent les pêcheurs d'empoisonner les mares et tout cela. Et donc, du coup, il y a des affrontements, il y a des tensions perpétuelles autour de cet espace, que ce soit l'espace de culture, l'espace de pâturage, les pistes de mobilité des animaux, mais également les lieux d'abreuvement des animaux. Alors, quel est selon vous l'impact de la démographie sur le déclenchement de ces affrontements? Il est évident que plus la population est élevée, vous connaissez la fameuse théorie malthusienne, quand la population croit plus que les ressources s'amenuisent.
Il y a également cette fameuse théorie de Garrett Hardin sur les ressources, les theory of common, la théorie des communs. Quand une ressource est en commun accès, il est évident également que les populations, si elles sont nombreuses, ont tendance à en abuser et elles vont s'amenuiser. Donc ça veut dire que la ressource naturelle est en train de s'amenuiser. L'espace dédié à différentes activités est en train de se dépérir. Et donc, du coup, plus la population augmente, déjà l'augmentation de la population naturelle, avec les migrations qui viennent dans ces zones, mais également avec le nomadisme qui est récurrent dans toutes ces zones-là, ça crée donc une surcharge autour de la ressource, autour de l'espace, et c'est un problème qu'il faut juguler par l'organisation de l'espace, par l'aménagement de l'espace, pour que... C'est un problème de rareté ou bien de gestion des ressources naturelles, professeur? Ce sont les deux à la fois. La ressource s'amenuise au fil de la saison. Ce n'est pas toute l'année. Donc au fil de la saison, la ressource s'amenuise. Mais là où intervient la gestion, c'est que l'aménagement de la ressource est tributaire de la mauvaise gestion et de la mauvaise organisation de l'espace. Imaginez pour l'accès à l'eau. Pourquoi les éleveurs se rabattent-ils sur les mares ou les puits pastoraux creusés, ou les étangs creusés par les pêcheurs? Parce qu'il y a une rareté. Il y a rareté parce que justement, on n'en a pas aménagé assez dans les zones où ils pâturent, dans les lieux où ils vendent leurs animaux, le long des pistes de transhumance qu'ils occupent pour conduire leurs animaux. C'est-à-dire que les deux sont corrélés. La rareté est liée à la malgouvernance de l'organisation et de la gestion de la ressource sur l'espace qui est suffisant. L'espace est suffisant. Dans la zone, c'est à perte de vue. Mais la ressource qu'il y ait là est mal organisée et son aménagement pose problème. Alors, quel est selon vous l'impact de la sédentarisation sur le déclenchement de ces conflits-là? La sédentarisation, elle n'est pas évidente dans ces zones parce que les animaux vont et reviennent. La sédentarisation n'est pas effective parce que la sédentarisation suppose qu'il y ait des villages d'éleveurs purs, installés de manière permanente avec une bonne partie de leurs troupeaux. Or, aujourd'hui, on voit des hameaux intermittents qui sont installés, qui sont essentiellement précaires. Ce sont des huttes et pour lesquelles les occupants vont les abandonner d'un moment à l'autre. Et donc, la sédentarisation plutôt est observée dans certaines zones, notamment dans la Benoué, là-bas. Mais ici, dans l'extrême nord, les animaux sont encore mobiles. Le nomadisme est encore prégnant. Et donc, si sédentarisation il y avait, ça aggraverait les conflits. Parce que la position permanente des animaux sur un territoire auprès des agriculteurs est difficile à gérer. Or, si la sédentarisation devait être faite, on devait spécialiser les zones, la sédentarisation des éleveurs dans les zones où ils sont seuls à pratiquer leurs activités. Mais on a constaté également, dans les travaux récents que j'ai menés, que quand eux ils se sédentarisent, ils se fixent, ils commencent aussi à cultiver. Et les conflits naissent aussi entre eux, les éleveurs eux-mêmes. Vous comprenez? Et donc, parce que le fait de se sédentariser suppose qu'il y a des déjections des animaux qui sont éparpillés dans la zone. Et si les déjections, c'est une source de fertilité. Et donc, les éleveurs, souvent, laissent une bonne partie des animaux sur place pour le lait, pour la vente, pour leurs besoins. Et la grosse partie des animaux continue le nomadisme. Donc, la sédentarisation des éleveurs constitue une source d'exacerbation des conflits
sur l'espace rural. Alors, on va évoluer donc pour voir avec vous les typologies des conflits agro-pastoraux. Professeur, quelles sont ces typologies-là? Oui, il y a des conflits déjà autour de l'accès des animaux dans les champs. Ça, c'est une première typologie. Ça veut dire que c'est l'accès et la dégradation des champs par les animaux. Ça, c'est un premier type qui est le plus récurrent d'ailleurs. Le deuxième type de conflit, c'est les conflits autour des points d'abreuvement des animaux. Souvent, entre les éleveurs autochtones, entre guillemets, et les éleveurs nomades qui transhument. Les éleveurs autochtones pensent que l'espace, le lieu, l'abreuvement qui a été réservé est réservé pour eux. Et donc, quand ils voient un grand nombre d'animaux venir, ça veut dire que l'eau va tarir très rapidement. Et donc, quand l'eau tarit, les nomades, eux, continuent leur chemin à la recherche d'autres points d'eau disponibles. Alors que les populations riveraines restent asséchées. Et donc là, souvent, il y a des frictions autour de ces points d'eau. Troisièmement, il y a la colonisation de l'espace de pâturage et des pistes de transhumance par les champs des agriculteurs. Donc les agriculteurs, le long des pistes de transhumance, comme ce sont des zones fertiles avec les déjections des animaux, ou l'espace de pâturage qui est souvent réservé, et c'est une zone fertile, les agriculteurs ont tendance à venir y installer leurs champs. Et donc lorsqu'ils y installent leurs champs, et donc les éleveurs procèdent par des comportements de provocation et laisser les animaux brouter dans ces champs-là, ce qui pose d'énormes problèmes pour le gestionnaire de l'espace. Donc voilà les types de conflits la typologie des conflits qui survient entre les différents acteurs. Alors, sur la même lancée, est-ce qu'il y a aussi eu des conflits agro-pastoraux internationaux? Bien sûr, ce sont des conflits fréquents. Les animaux qui viennent du Niger, qui viennent du Tchad, ils sont pleins. Maintenant même, ils sont en progression. Vous allez vers Motouroua, vous allez les trouver. Vous allez vers là, vous les trouver. Récemment, j'ai vu un chameau vers Mokolo. Ils viennent de loin. Ils viennent de loin. C'est sur le plan international. Parce que la transhumance internationale n'est pas bien structurée. Les pistes de transhumance internationale existaient, mais elles sont aujourd'hui inexistantes. Elles sont obstruées. Du coup, les animaux se retrouvent en débandade dans l'espace rural, les animaux venant d'autres pays. Et cela suppose qu'il y ait une coordination. Et souvent sur le terrain, les éleveurs qui viennent d'ailleurs comprennent pas la langue locale et tout, la communication est difficile. Donc les conflits au niveau international existent bel et bien. Et donc récemment, il y a l'OIM, l'Organisation mondiale des migrations, qui est en train de faire un travail de cartographie formidable, auquel je participe d'ailleurs, et qui est en train de vouloir tracer les provenances, les destinations des animaux, leur nombre et tout, et cela permet de voir clair dans ce mouvement transfrontalier des animaux. Alors, migration et conflits agro-pastoraux, comment comprenez-vous cette complexité, ce lien? Tout le problème, c'est que la mobilité ancestrale, la migration ancestrale existe. Les éleveurs ont toujours parcouru une zone déterminée. Dans le tracking qui est en train d'être fait par l'Organisation mondiale des migrations, il y a des éleveurs qui viennent de Mauritanie, des éleveurs qui viennent de Guinée, il y a des éleveurs qui viennent du Mali, en dehors des éleveurs qui viennent du Niger et du Nigeria. Il y en a plein. Et donc tout le problème, c'est l'étatisation des territoires d'élevage. Au début, il y a pas, c'est dans les années 60 que les territoires se sont cloisonnés. Maintenant, il faut leur demander un pass sanitaire pour les animaux, et les trucs de vaccination, il y a les taxes de laisser passer de ceci ou cela. Et c'est ça qui crée la complexité. Et donc, les États devraient se réunir pour organiser la transhumance internationale, pour laisser les gens migrer au gré des ressources naturelles. Parce que c'est pas des populations qui vivent dans le milieu urbain. C'est pas des populations qu'on peut sédentariser facilement d'un jour à l'autre. Donc cette migration internationale avec les animaux est importante également sur le plan environnemental. Parce que plus les animaux sont concentrés pendant
un nombre élevé de temps sur un espace, plus la dégradation s'ensuit. Et on a également évalué la part du pastoralisme, surtout bovin, dans la dégradation de l'environnement, dans la production de l'effet de serre dans le monde. Et donc, du coup, cette mobilité, cette migration internationale est un enjeu environnemental. Au-delà de l'enjeu conflictuel qui s'installe, c'est également un enjeu environnemental qu'il faut questionner également. Vous chutez par là, professeur Kossoumna Nathalie Liba. Est-ce que selon vous, c'est les conflits agro-pastoraux qui déclenchent, comme vous venez de le dire, le changement climatique, ou bien c'est l'inverse, c'est dire le changement climatique impacte sur les conflits agro-pastoraux? Ce sont les deux. C'est déjà le phénomène du changement climatique est d'abord global. C'est d'abord un phénomène global lié au mouvement des masses d'air, à l'effet de serre provoqué ailleurs, parce que le ciel est ouvert, la circulation atmosphérique, elle est discontinue, on ne peut pas l'arrêter. Donc la pollution qui se passe aux États-Unis, en Chine, en Europe, peut affecter une zone qui n'en pollue pas assez, parce que on est dans un monde ouvert, la circulation atmosphérique, elle est ouverte. Mais c'est ça qui amène les éleveurs à bouger en permanence. Et dans leur mouvement, ils contribuent à dégrader, à accentuer la dégradation de l'environnement. Parce que le piétinement amène à la dénudation du sol. Et quand le sol est dénudé, l'albédo est élevé, c'est-à-dire que la réflectance est élevée. Quand le sol est nu, sans végétation, la réflectance est élevée. Et vous comprenez que les animaux consomment les herbacées, dégradent. Après, quand les herbacées finissent, ils attaquent les ligneux, c'est-à-dire les arbres, qu'ils coupent, ils dénudent l'espace. Vous comprenez que c'est un problème qui est entrebrigué, c'est-à-dire que le changement climatique, globalement, arrive dans un espace, amenant les éleveurs à s'adapter, et en s'adaptant, ils peuvent également contribuer à la dégradation de l'environnement, ce qui peut accentuer ou exacerber les changements climatiques. Là, c'est la première phase. Oui. Et la seconde? Oui, la seconde, c'est que l'éleveur, quand l'espace est dégradé, il va descendre plus vers les zones vertes. Aujourd'hui, l'élevage est en train d'aller vers le sud. Vers Bafia, vous trouvez déjà des éleveurs qui sont dans la zone. Ça veut dire qu'il y a un déplacement continu des isoètes vers le sud, avec un déplacement également de la zone de pâturage vers le sud. Du coup, l'accentuation du changement climatique quittant des zones désertiques vers les zones sahéliennes, maintenant attaquant les zones soudaniennes, fait de sorte que les éleveurs suivent également cette dégradation et accentuent la dégradation de l'espace. Vous écoutez Jeux et Enjeux, Abdias Harouna. Quelles propositions pouvez donc vous faire pour prévenir ou résoudre les conflits agro-pastoraux, professeur Kossoumna Nathalie Liba? Il faut aménager l'espace de manière concertée entre les différents acteurs et les différentes activités. Il faut l'organiser. Organiser l'espace suppose une spécialisation de ces espaces pour éviter les contacts entre ces acteurs. Ou bien il faut rechercher la complémentarité entre les différents espaces afin que chacun puisse profiter de la présence de l'autre, de l'activité de l'autre pour pouvoir subsister. Sinon, si la spécialisation de l'espace n'est pas faite, il faut rechercher la complémentarité. Cela veut dire que quoi? Que concrètement, si on organise l'espace dans une sorte de rotation, d'assolement, un carreau d'espace peut être dédié cette année pour l'élevage. Les animaux viennent y pâturer pendant 2 ou 3 ans. L'espace est dégradé en pâturage, du moins, mais il est fertile parce qu'il y a eu les déjections des animaux. Cet espace doit être laissé. On amène les animaux plutôt ailleurs et l'espace qui est resté peut être cultivé
pendant beaucoup d'années, pendant 3-4 ans, cultivé, il y a une régénération qui s'installe, hein. On peut mettre les arbres et tout, la régénération s'installe. Après, on repasse de l'autre côté. Ça, c'est la complémentarité qui doit exister. Et donc, à ce moment, il y a des petits échanges autour des tiges de mil à la récolte, et ceci ou cela, hein, parce que ces agriculteurs-là sont en contact avec la société de production de coton, et ils ont accès au tourteau, et tout ce genre de transactions s'installent, et donc il y a une complémentarité qui foisonne. Hein, il y a une relation de confiance, une relation économique, hein, et d'échange qui s'échange et qui s'installe, et ça permet aux différents acteurs de se sentir ensemble dans le même destin. Soit on spécialise l'espace. Il n'est pas question d'agriculture dans un espace dédié à l'espace de pâturage. À ce moment, cet espace doit être aménagé. Les pistes à bétail pour la circulation des animaux, pour aller d'un espace de pâturage à un autre, d'un espace de pâturage à un marché, d'un espace de pâturage à une zone d'abreuvoir, doit être bien défini. Donc, à ce niveau également, il faut qu'il y ait également assez de mares pastorales dans ces zones-là pour que les animaux peuvent s'abreuver à toute saison. Ça également, il faut le faire. Et il faut également identifier des espaces pour les pêcheurs. Parce que la pêche telle qu'on la pratique dans les canaux, elle est prohibée. Elle est réglementée. Pour le moment, les services publics dans ces zones-là n'ont pas pu empêcher que cela continue, que cette activité continue à se faire. Mais il faut moderniser la pêche. Hein? On peut pêcher, creuser des étangs de pêche modernes. Et aussi, maintenant, aujourd'hui, on peut faire la pêche dans les étangs. Hein? Après ces étangs, il faut construire des lieux de conservation du poisson, avoir les moyens de frigorifiques pour transporter le poisson d'une ville à l'autre. Il faut organiser les pêcheurs pour qu'ils puissent mener leurs activités en toute quiétude sans être en contact avec les d'autres acteurs qui convoitent. C'est de la même ressource qui est l'eau et qui est une denrée rare pendant une bonne partie de la saison dans ces zones sahéliennes. Moi, je ne peux pas mettre tout soudano-sahélienne là. Aujourd'hui, c'est une zone sahélienne où vraiment c'est sec pendant une bonne partie de l'année. Donc, vous voyez que la solution, c'est d'organiser, d'aménager l'espace rural entre les différentes activités pour que chaque activité puisse se mener. Maintenant, il faut également, puisque même si l'espace est aménagé, le risque zéro n'est pas possible. Donc, il faut mettre des instances locales de régulation, de gestion, d'atténuation des conflits. S'ils surviennent avec les acteurs locaux qui se comprennent, qui se connaissent, qui sont en dialogue permanent, de sorte que quand il y a des dégâts qui surviennent, il y a un système d'évaluation locale qui se déclenche automatiquement, hein, que d'attendre toute une lourde commission administrative qui viendrait pas avec la solution idoine et donc qui perdrait le temps et envenimerait la tension entre les différents acteurs. Et si cela est fait, il est évident que l'espace rural, qui aujourd'hui sous forte pression, va pouvoir avoir une respiration. Et l'État aussi doit penser à la régénérescence de ces espaces par des pâturages naturels et tout cela. Tout cela, c'est assez documenté. Ce sera le mot de la fin. Merci, professeur Kosoumna Nathalie Liba, professeur des universités, géographe et spécialiste du pastoralisme et dynamique des territoires, auteur pour ce qui nous concerne de Les éleveurs Mbororo du Nord Cameroun, une vie et un élevage en mutation, publié aux éditions L'Harmattan. Un jeu et enjeu touche à sa fin. Je suis Abdia Sarouna. Au revoir.